Je suis rentrée de l'hôpital, avec un corps encore endolori, mes jambes tremblant à chaque pas, l'incision de la chirurgie me lançant sous mes vêtements. J'avais été hospitalisée pendant 11 jours, 11 longs jours à combattre une infection qui avait failli m'emporter, à combattre la peur de ne jamais me réveiller et à combattre la solitude de ces murs blancs où pas une seule âme ne m'avait rendu visite. Grégoire, mon fils, mon unique enfant, n'était jamais venu. Michel, ma belle-fille, n'avait pas passé un seul appel, pas envoyé un seul texto, rien. Quand le médecin m'a donné les papiers de sortie, j'ai dû demander à une infirmière d'appeler un taxi parce que personne ne m'attendait. Personne. Je suis arrivée à la maison avec l'espoir insensé de trouver au moins un mot, un repas chaud, un signe que quelqu'un s'était inquiété. J'ai ouvert la porte lentement, portant mon petit sac d'affaires de l'hôpital. Le silence m'a d'abord accueilli, puis le choc m'a frappé. Il y avait un deuxième réfrigérateur dans la cuisine. Il était grand, moderne, étincelant, planté juste à côté de mon vieux frigo, celui qui nous avait servi avec dignité pendant des années. Je suis restée là, figée, à le regarder. Je ne comprenais pas. Grégoire est sorti du salon avec une canette de bière à la main, agissant comme si tout était normal. Michel l'a suivi, transportant des étiquettes adhésives et un marqueur permanent. Ils ne m'ont même pas jeté un regard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé en montrant le nouveau frigo. Grégoire a pris une longue gorgée avant de répondre. « C'est notre frigo, maman, pour nos affaires. »« Notre frigo ?» ai-je répété, incapable d'y croire. Michel s'est agenouillé devant l'appareil et a commencé à coller des étiquettes sur chaque étagère, écrivant son nom en grosses lettres épaisses. Michel, 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 sur chaque clayette, dans chaque tiroir, dans chaque espace disponible. « Exactement, » dit-elle sans se retourner. « C'est pour nos courses, celles que nous achetons avec notre argent. Nous ne voulons pas qu'elles se mélangent avec les tiennes. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais encore les points de suture de la chirurgie qui me tiraient la peau. Ça faisait encore mal de prendre une profonde inspiration. Et les voilà, marquant leur territoire dans ma propre cuisine. C'était plus qu'une simple organisation, c'était une déclaration, une frontière tracée au cœur de ma maison. Chaque étiquette était un petit drapeau planté sur une terre conquise, et cette terre, c'était ma vie. Le marqueur crissait sur le plastique, un son qui me vrillait les nerfs, chaque lettre de son nom s'imprimant non seulement sur le frigo, mais aussi sur mon cœur. Je regardais Grégoire, cherchant une trace de l'enfant que j'avais élevé, le garçon qui pleurait quand il tombait de vélo et que je consolais. Il n'y avait plus rien de cet enfant dans l'homme qui se tenait devant moi, sirotant sa bière avec une indifférence glaciale. « Mais c'est ma maison !» ai-je murmuré, la voix brisée par l'incrédulité et la douleur. Grégoire a laissé échapper un rire sec, un son dépourvu de toute chaleur. « Oui, maman, ta maison. Mais nous vivons ici aussi, tu te souviens? Et franchement, avec ta maigre pension de retraite, tu ne peux pas te permettre les choses que nous aimons. Alors, on a décidé de mieux s'organiser. » Ces mots, maigre pension de retraite, étaient lancés comme des pierres. Ils n'étaient pas seulement descriptifs, ils étaient un jugement, une condamnation de ma valeur, de toute une vie de travail. Michel s'est relevé, admirant son travail avec un sourire suffisant. Chaque étiquette brillait comme une gifle. « Ne le prends pas mal, Hélène. C'est juste pratique. Tu achètes les tiennes avec ton argent. Nous achetons les nôtres avec le nôtre. Comme ça, il n'y a pas de confusion. » Des confusions? Ma voix s'est fissurée. Je ne vous ai jamais, au grand jamais, refusé quoi que ce soit de mon frigo. Mon vieux frigo, témoin silencieux de tant de repas de famille, de gâteaux d'anniversaire,
de plats réconfortants préparés pour un fils malade, semblait soudain petit et pathétique à côté de ce monolithe d'acier inoxydable. Il contenait les restes de ma vie d'avant l'hôpital. Un demi-litre de lait, quelques œufs, un morceau de fromage bon marché. Leur nouveau frigo, lui, bourdonnait d'une promesse de festin et d'abondance, une abondance qui m'était explicitement refusée. « On sait », a dit Grégoire en écrasant la canette vide dans sa main, le bruit métallique me faisant sursauter. « Mais c'est mieux comme ça, plus ordonné, plus juste. » Juste. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. J'ai regardé mon vieux frigo à moitié vide, puis le leur, neuf et débordant. Deux mondes divisés. Deux réalités séparées par une ligne invisible mais brutale. Ceux qui ont et ceux qui survivent à peine. Ceux qui comptent et ceux qui ne sont qu'un poids mort. D'ailleurs, a continué Michel en ouvrant le nouveau frigo pour me montrer l'intérieur, qui était rempli de coupes de viande coûteuses, de fromages d'appellation contrôlée et de vin cher. Nous avons certains standards. Nous n'aimons pas manger les mêmes choses que toi. Sans vouloir t'offenser. Sans vouloir t'offenser. Comme si ces mots pouvaient adoucir le poison. Leur standard était un autre moyen de me dire que j'étais inférieure, que mes goûts, mes moyens, ma simple existence étaient en deçà de leurs attentes. Grégoire s'est approché et m'a tapoté l'épaule avec condescendance, un geste qui se voulait apaisant, mais qui n'était qu'une autre forme de mépris. « Détends-toi, maman, ce n'est rien de personnel, c'est juste que, eh bien, tu n'es plus toute jeune. Ta pension couvre à peine les bases. Nous, on a besoin de plus. On mérite plus. » Mérite. Un autre mot qui m'a tranché comme un couteau. Je voulais dire quelque chose. Je voulais crier que j'avais travaillé 35 ans dans une usine de confection, me ruinant le dos pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Je voulais leur rappeler que j'avais vendu les bijoux de ma mère pour payer les frais de son école de commerce privé. Je voulais pleurer et leur demander comment ils pouvaient me traiter de cette façon après tout ça, mais je n'ai rien dit. Mon corps était trop fatigué, mon cœur trop brisé. Les points de suture de la chirurgie me lançaient, me rappelant que j'avais à peine survécu à quelque chose de terrible. Je n'avais pas la force de me battre. Pas maintenant. Je vais me reposer, ai-je murmuré, traînant mon sac vers la petite chambre du fond. Bien sûr, maman. Repose-toi bien, a dit Grégoire, se tournant déjà vers le salon où la télévision l'attendait. Michel a fermé son frigo avec un bruit sourd et satisfait. Le son a résonné dans la cuisine, dans toute la maison et dans toute ma poitrine. C'était le son d'une porte qui se fermait, pas seulement celle d'un réfrigérateur, mais celle d'une ère, celle de l'amour et du respect mutuel. J'ai marché dans le couloir, chaque pas étant une torture. La petite chambre du fond était minuscule, à peine assez d'espace pour un lit simple et une vieille armoire. C'était autrefois ma salle de couture, mon sanctuaire. C'était maintenant mon exil. Grégoire et Michel avaient emménagé il y a 1 an. Juste le temps qu'on trouve quelque chose de mieux, avait-il dit. Ils ne l'ont jamais trouvé. Au lieu de cela, ils ont progressivement pris de plus en plus de place. D'abord ma chambre principale, puis le salon, puis chaque recoin de ce qui était autrefois mon foyer. Et je les ai laissés faire, par amour, par peur d'être seule, par l'espoir stupide que les choses s'amélioreraient. Je me suis assise sur le lit, et les larmes sont enfin venues, chaudes, amères, silencieuses. De l'extérieur, j'entendais leur rire, la télévision à fond, le bruit du nouveau frigo qui s'ouvrait et se fermait, le tintement des verres à vin. Ils célébraient. Célébraient quoi? Je ne savais pas. Peut-être célébraient-ils le fait de m'avoir enfin mise à ma place. Peut-être célébraient-ils le fait qu'ils n'avaient plus à feindre le respect.
peut-être célébrait-il que la vieille femme, la nuisance, avait accepté son sort sans se battre. Je me suis allongée lentement, chaque muscle protestant. J'ai fermé les yeux, mais je ne pouvais pas dormir. Les images défilaient sans cesse comme un film cruel. Le frigo avec les étiquettes, le sourire suffisant de Michel, l'indifférence glaciale de Grégoire, les mots qu'il m'avait jetés comme des pierres. Ta maigre pension. On ne veut pas mélanger nos affaires avec les tiennes? Tu n'es plus toute jeune. On mérite plus. Chaque phrase était un autre clou dans le cercueil de notre relation. Chaque mot confirmait ce que je savais au fond de moi, mais que je refusais d'accepter. Pour eux, je n'étais plus une mère. J'étais un fardeau, un poids mort, quelqu'un à exploiter jusqu'à la dernière goutte. Et le pire, c'est que j'avais permis cela, année après année, abus après abus, humiliation après humiliation. Mais quelque chose a changé à ce moment-là. Quelque chose s'est brisé en moi alors que j'étais allongée sur ce lit étroit, dans cette petite pièce sombre, dans cette maison qui ne me semblait plus être la mienne. Une décision a commencé à se former. Lente, ferme, inévitable. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité et une certitude a rempli ma poitrine. Ils avaient fait une erreur, une terrible erreur. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'avais abandonné. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans conséquence. Mais ils avaient tort. Quand ils se réveilleraient le matin, ils verraient quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Le matin, ils apprendraient qui était vraiment Hélène Dubois. Et cette leçon leur coûterait tout. Je savais que le chemin serait difficile, que la douleur de cette trahison ne s'effacerait pas d'un coup de baguette magique, mais pour la première fois depuis des années, une lueur de combat s'est allumée en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une colère froide et déterminée. Ils avaient réveillé une part de moi que je croyais endormie pour toujours, la femme qui s'était battue toute sa vie, non seulement pour son fils, mais aussi pour sa propre survie. Et cette femme-là n'allait pas se laisser mourir en silence dans une petite chambre au fond de sa propre maison. Leur célébration dans le salon n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la mienne. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces étiquettes. Michel, 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 comme des marques au fer rouge sur du bétail, comme des déclarations de propriété sur quelque chose qui ne leur avait jamais appartenu. Je fixais le plafond fissuré de la petite pièce, écoutant leurs rires s'infiltrer depuis le salon. Ils regardaient une émission, buvaient du vin de ce nouveau frigo, savourant leur petite victoire sur la vieille dame sans valeur. Car c'était ce que j'étais pour eux maintenant, une vieille dame sans valeur, avec une maigre pension. 68 ans, une vie de travail. Et c'était ma récompense. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage, d'indignation, de quelque chose qui avait été enterré pendant des années et qui commençait enfin à se réveiller. Je me suis souvenue de la naissance de Grégoire, il y a 42 ans. J'avais 26 ans. Son père, Bernard, travaillait dans le bâtiment et moi à l'usine. Nous vivions dans un minuscule appartement, mais nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Grégoire était notre miracle après 3 fausses couches. Je prenais soin de lui comme s'il était en verre. Je lui ai tout donné, absolument tout. Quand Bernard est mort, il y a 15 ans d'une crise cardiaque foudroyante sur un chantier, j'ai cru que le monde s'effondrait. Grégoire avait 27 ans. Il était déjà un adulte avec sa propre vie, mais il a promis de prendre soin de moi. Tu ne manqueras jamais de rien, maman. Je serai toujours là. Des mensonges. Tout n'était que mensonge.
Les premières années après la mort de Bernard ont été difficiles, mais gérables. Grégoire passait me voir, m'emmenait au marché, réparait des choses dans la maison. Puis, il a rencontré Michel. Elle est arrivée il y a 8 ans, comme un ouragan. Belle, sûre d'elle, ambitieuse. Elle travaillait dans la vente de cosmétiques, mais vivait comme si elle était directrice d'une grande entreprise. Vêtements chers, ongles parfaits, cheveux toujours coiffés dans le salon le plus exclusif de la ville. Dès le début, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux. Une froideur, un calcul constant. Elle me regardait, évaluant ce que je valais, ce qu'elle pouvait tirer de moi. Elle est un peu intense, avais-je dit une fois à Grégoire, en essayant d'être douce. Tu es jalouse, maman. Michel est incroyable. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Jalouse? Inquiète, avais-je corrigé intérieurement, mais il refusait d'écouter. Ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. Un mariage coûteux que j'ai aidé à financer parce qu'il était mon fils unique et qu'il méritait le meilleur. 10 000 € de mes économies, de l'argent que j'avais gardé pendant des années en faisant des heures supplémentaires. On te les remboursera, maman, dès qu'on sera installé. Je n'ai jamais revu un seul centime. Après le mariage, les visites se sont raréfiées. Les appels sont devenus brefs, mais les demandes d'argent se sont multipliées. Maman, on a besoin de 1 000 € pour la caution de l'appartement. Maman, la voiture est en panne. Il nous faut 3 000 € pour la réparation. Maman, Michel a besoin de soins dentaires urgents. C'est 5 000 €. Toujours urgent, toujours nécessaire, toujours présenté avec de la culpabilité si j'hésitais. Tu ne veux pas que ton fils ait un toit décent sur la tête? Tu préférerais qu'on roule dans une voiture dangereuse? Tu veux que Michel souffre d'un mal de dents? Et je payais, encore et encore, parce qu'il était mon fils. Parce que l'amour d'une mère n'a pas de limite. Parce que j'avais peur que si je disais non, il disparaîtrait de ma vie pour toujours. Quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, j'ai pensé que je pourrais enfin me reposer. 35 ans à l'usine m'avaient laissé de l'arthrite dans les mains, des douleurs chroniques au dos et une modeste pension de 800 € par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Bernard, mon défunt mari, m'avait laissé cette petite maison, entièrement payée, dans un quartier calme. Mon refuge, ma sécurité. Puis la pandémie a frappé et tout a changé. Grégoire a perdu son emploi de commercial. Michel aussi. Soudain, ils se sont présentés à ma porte avec des valises. C'est temporaire, maman. Juste le temps qu'on se remette sur pied. Quelques mois. Quelques mois se sont transformés en une année. Et en cette année, tout s'est dégradé. Au début, ils payaient quelques dépenses, achetaient des provisions, aidaient avec les factures, mais peu à peu, ils ont arrêté. On cherche du travail, maman. C'est difficile en ce moment. On a à peine assez pour nous. Mais Michel continuait d'acheter de nouveaux vêtements. Grégoire continuait de commander des bières artisanales. Ils sortaient tous les deux dans des restaurants chers pendant que je mangeais des œufs et des tartines. Puis est venue la prise de contrôle territoriale. D'abord, la chambre principale. On a besoin de plus d'espace, maman. Tu peux dormir dans la petite chambre. C'est plus cosy. Cosy? Quel mot cruel pour décrire cette minuscule boîte. Puis le salon. On va mettre notre nouvelle télévision ici. La tienne est trop vieille maintenant. Ma télévision fonctionnait parfaitement. La leur était inutile, mais elle est arrivée quand même. Gigantesque, bruyante, envahissant mon espace. Après cela, ils ont commencé à contrôler la cuisine. Michel a tout réorganisé. Elle a acheté mes vieilles casseroles. Ces trucs sont hideux, Hélène. C'est tellement embarrassant. C'étaient les casseroles que j'avais utilisées pour cuisiner pour Grégoire toute son enfance. Celles que Bernard m'avait offertes pour notre premier anniversaire. Je les ai vues dans la poubelle et je n'ai rien dit.
J'ai ravalé la douleur, comme j'avais ravalé tout le reste. Les demandes d'argent ont continué. Mais maintenant, elles étaient différentes, plus agressives, plus exigeantes. Maman, j'ai besoin que tu me prêtes 2 000 € pour une formation qui m'aidera à trouver un emploi. Maman, Michel a besoin d'un nouveau téléphone. Le sien ne fonctionne plus. C'est les 1 000 €. Maman, on doit payer la facture de la carte de crédit, sinon on va avoir des poursuites. 4 000 €, c'est urgent. Chaque fois que j'hésitais, le chantage affectif commençait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, n'importe quelle mère ferait ça pour son fils. Si tu m'aimais vraiment, tu n'hésiterais pas. Et le pire, celui que Michel a dit avec un sourire venimeux, un jour, ce sera nous qui prendrons soin de toi, Hélène. Tu ferais mieux d'être généreuse maintenant. Généreuse. J'avais été si généreuse que je n'avais presque plus rien. Mes économies se sont évaporées. Les 30 000 € que j'avais accumulés pendant des décennies de sacrifices avaient disparu en 2 ans, dépensés en caprices, en luxe et en mensonges déguisés en besoins. Il y a 3 mois, j'ai essayé d'accéder à un compte d'épargne d'urgence distinct que Bernard avait mis en place. Il contenait 8 000 €, ma dernière réserve. Il était vide. Qu'est-il arrivé à l'argent du compte d'urgence ? Ai-je demandé à Grégoire, tremblante. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Oh, j'ai utilisé ça pour payer quelques dettes. J'allais te le dire. Comment as-tu accédé à ce compte ? Il n'était qu'à moi. Tu m'as donné la clé il y a des années, maman. Tu ne te souviens pas ? Je ne me souvenais pas. Peut-être que je la lui avais donnée dans un moment de confiance. Peut-être l'avait-il prise dans un carnet. Peu importe, l'argent avait disparu. Des dettes pourquoi ? Ai-je insisté. Des trucs, des dépenses. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Comme si j'étais une enfant stupide qui ne comprenait rien. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré pour Bernard, qui avait travaillé si dur pour me laisser en sécurité. J'ai pleuré pour moi-même, pour avoir permis tout cela. J'ai pleuré pour le fils que je croyais avoir, qui n'existait plus. Et maintenant, après 11 jours à l'hôpital, luttant pour ma vie sans qu'il ne se présente une seule fois, je revenais pour trouver ceci. Un frigo divisé avec des étiquettes marquant leur mépris, avec des mots qui confirmaient ce que je savais déjà. Pour eux, j'étais un déchet, une ressource épuisée, quelqu'un à continuer d'exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis redressée sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration, ignorant la douleur des points de suture. Quelque chose en moi avait changé. La Hélène qui cédait toujours, qui pardonnait toujours, qui mettait toujours son fils en premier, était morte dans ce lit d'hôpital. Celle qui était revenue était différente. Plus dure, plus lucide, plus déterminée. Ils voulaient une guerre. Ils allaient avoir une guerre. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de planifier. J'ai fermé les yeux. Et finalement, le sommeil est venu. Il était lourd, sombre et rempli de rêves, où j'étais forte et où c'était eux qui pleuraient. Le matin, tout changerait. Le matin, ma vengeance commencerait. Je me suis réveillée avant l'aube, à 5 heures. La maison était absolument silencieuse. Grégoire et Michel dormaient encore dans ma chambre, dans mon lit conjugal, sous les draps que j'avais achetés avec mon premier chèque de retraite. Je me suis levée lentement, sentant chaque muscle protester. Les points de suture de l'opération me tiraillaient, mais la douleur ne me faisait plus peur. Il y avait des douleurs pires que les douleurs physiques. Je le savais bien maintenant. J'ai marché jusqu'à la cuisine comme un fantôme. Le nouveau réfrigérateur brillait dans l'obscurité.
Ces maudites étiquettes reflétaient la faible lumière qui passait par la fenêtre. Michel, Michel, Michel. J'ai ouvert mon vieux frigo à moitié vide. Une brique de lait, 3 œufs, du fromage bon marché, du pain de la veille, et c'était tout ce que j'avais à manger. Ma pension de 800 € partait dans les médicaments, les factures et les prêts que Grégoire m'arrachait chaque mois. Puis, juste pour confirmer ce que je savais déjà, j'ai ouvert leur frigo. Plein à craquer. Absolument plein. Des entrecôtes importées, du saumon, des crevettes, 3 types de fromages français, des vins qui coûtaient plus de 50 € la bouteille, des fruits exotiques, des pâtisseries fines, de la charcuterie de première qualité. J'ai fermé la porte, ressentant un mélange de rage et de dégoût. Ils mangeaient comme des rois pendant que je survivais avec des restes. Ils s'offraient des luxes pendant que je comptais mes centimes pour acheter du pain. Et ils le faisaient dans ma maison, avec mon argent, sous mon toit. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assise à la table de la cuisine. J'avais besoin de réfléchir clairement. J'avais besoin d'un plan. Je pouvais les mettre dehors. C'était ma maison. Légalement, elle était à mon nom. Mais Grégoire m'avait fait signer un papier il y a 6 mois. C'est juste pour mettre à jour le testament, maman, pour que tout soit en ordre. J'avais signé sans lire attentivement. Je lui faisais confiance. Je lui avais toujours fait confiance. Qu'avais-je vraiment signé? Je ne le savais pas. Et cela me terrifiait. Je pouvais partir moi-même, chercher un petit appartement, leur laisser la maison et disparaître. Mais avec quel argent? Ma pension couvrait à peine ma survie. Un loyer me mettrait à la rue. Je pouvais les affronter, leur crier tout ce que je ressentais, mais j'avais déjà essayé. Cela finissait toujours de la même manière. Ils nieraient, manipuleraient et me feraient me sentir coupable de douter de leur amour. Maman, comment peux-tu penser ça de nous? On prend soin de toi. Tu ne vois pas? Tu es tellement ingrate. Non, cette fois, je ne tomberai pas dans ce piège. J'ai entendu un bruit à l'étage. Des pas. Ils se réveillaient. Je me suis rapidement retirée dans ma petite chambre et j'ai fermé la porte. Je ne voulais pas les voir tout de suite. Pas avant de savoir exactement quoi faire. Je me suis recouchée, faisant semblant de dormir tout en écoutant leurs mouvements matinaux. La douche qui coulait. Michel criant après Grégoire parce qu'il avait utilisé son shampoing cher. Grégoire répondant avec indifférence. Tous deux se disputant pour savoir qui ferait le petit déjeuner. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a demandé comment j'avais passé la nuit. Personne n'a frappé à ma porte pour voir si j'avais besoin de quelque chose après 11 jours à l'hôpital. Je n'existais tout simplement pas pour eux. Vers 9 heures du matin, je les ai entendus partir. La porte d'entrée a claqué. La voiture a démarré et s'est éloignée. J'ai attendu 10 minutes de plus pour m'assurer qu'ils ne reviendraient pas pour quelque chose d'oublié. Puis, je suis sortie de la petite chambre. La maison était en désordre. De la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements éparpillés sur le canapé, des emballages de nourriture partout. Ils avaient mangé du saumon fumé et du fromage frais pour le petit déjeuner. Les restes étaient sur le comptoir, non couverts, attirant les mouches. J'ai nettoyé mécaniquement, non pas parce que je le voulais, mais parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Nettoyer leurs dégâts, ramasser leurs déchets, effacer leurs traces. En lavant la vaisselle, j'ai vu ma voisine, Béatrice Joly, arroser ses plantes à travers la fenêtre. Béatrice avait 71 ans, veuve elle aussi, et vivait seule, mais elle avait l'air heureuse. Toujours souriante, toujours bien habillée, toujours en paix. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Mais nous n'avions jamais été proches, juste des salutations polies, des commentaires sur le temps. Rien de profond. Mais à ce moment-là, en la voyant là avec son arrosoir et son chapeau de paille, j'ai ressenti une terrible envie.
Elle avait ce que j'avais perdu. La dignité, l'autonomie, la paix. Comme si elle sentait mon regard, Béatrice s'est retournée et m'a vue à la fenêtre. Elle m'a fait un signe de la main. J'ai répondu faiblement. Puis, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a posé l'arrosoir et s'est dirigée vers ma maison. Elle a frappé à la porte. J'ai hésité. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça, détruite, humiliée. Mais quelque chose m'a poussée à ouvrir. « Hélène. »« Bonjour » a dit Béatrice avec un sourire chaleureux. « J'ai vu que tu étais rentrée de l'hôpital hier. Comment vas-tu » Comment j'allais ? Une question si simple et si impossible à répondre. « Je vais mieux. » Ai-je menti ? Béatrice m'a étudiée avec ses yeux sages, qui avaient vu trop de vie. « Je peux entrer 1 minute » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être parce que j'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un qui n'était ni Grégoire ni Michel. Peut-être parce que son regard contenait quelque chose que j'avais oublié existait. Une compassion sincère. Nous sommes entrés dans la cuisine. Béatrice a vu les 2 frigos immédiatement. Ses yeux se sont agrandis de surprise. « C'est nouveau » a-t-elle commenté, essayant de paraître neutre. « C'est pour mon fils et ma belle-fille, pour leurs affaires » ai-je expliqué, sentant la honte me brûler les joues. Béatrice n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste observé les étiquettes avec le nom de Michel. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Hélène, pardonne-moi d'être directe, mais je dois te dire quelque chose que je veux te dire depuis des mois. » Mon cœur s'est emballé. « Qu'est-ce que c'est ?» Ton fils et ta belle-fille. Je les entends parfois. Les murs ne sont pas si épais. J'entends comment ils te parlent, comment ils te traitent. J'ai baissé le regard. L'humiliation me brûlait la gorge. « Hier soir » a continué Béatrice, sa voix douce mais ferme. « Quand tu es arrivée de l'hôpital, j'ai tout entendu. J'ai entendu ce qu'ils t'ont dit à propos du frigo, de ta pension, de tes courses. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les arrêter. Et j'ai entendu autre chose. » Béatrice s'est rapprochée et a posé sa main sur la mienne. « Après que tu te sois endormie, j'ai continué à écouter. »« Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» ai-je murmuré, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Béatrice a pris une profonde inspiration. Ils célébraient, trinquaient avec du vin, et Michel a dit à Grégoire quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit « Ça ne va plus tarder maintenant. La vieille ne peut plus tenir bien longtemps. Quand elle passera, cette maison sera entièrement à nous. Elle vaut au moins 200 000 €. On pourra la vendre et enfin bien vivre. » Le monde s'est arrêté de tourner. Béatrice a serré ma main. Grégoire a ri et a dit « J'espère qu'elle se dépêche. Je suis fatiguée de faire semblant de m'en soucier. » Quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon cœur. Il était déjà en 1000 morceaux. Quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Les illusions, les espoirs, l'idée que quelque part sous toute cette cruauté, mon fils m'aimait encore. « Il y a plus » a dit Béatrice. J'ai vu des choses, des mouvements étranges. Il y a 2 semaines, j'ai vu Grégoire sortir de la banque avec des papiers. Il avait l'air nerveux. Et Michel reçoit de gros colis, des boîtes et des boîtes. Elle les rentre dans la maison quand tu n'es pas là. Quel genre de boîtes ? Je ne sais pas, mais elles sont nombreuses et ont l'air chères. Mon esprit s'est mis en marche. Que cachait-il ? Qu'est-ce qu'il m'avait encore dissimulé ? Hélène. Béatrice m'a regardée sérieusement. Tu dois enquêter. Tu dois découvrir ce qu'ils font vraiment, parce que quelque chose me dit que c'est bien pire que ce que tu imagines. Elle avait raison. Je le savais au plus profond de moi. Je ne sais pas comment. Ai-je admis. Je ne sais pas par où commencer. Je vais t'aider. J'ai un ami,
Arthur Lambert. C'est un avocat, à la retraite, mais toujours très actif. Il aime aider dans des cas comme celui-ci, des cas de maltraitance familiale. Maltraitance familiale. Je n'y avais jamais pensé comme de la maltraitance, mais c'était exactement ça. Abus, exploitation, mauvais traitement. Voudrais-tu lui parler ? A demandé Béatrice. J'ai pensé à Grégoire, à toutes les fois où je lui avais fait confiance, à toutes les fois où il m'avait trahi. J'ai pensé à Michel, à ses faux sourires, à ses étiquettes sur le frigo, à ses paroles venimeuses. J'ai pensé à moi-même, à la femme que j'étais, à la femme que je méritais d'être. Oui, ai-je finalement dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Oui, je vais lui parler. Béatrice a souri. Bien, je l'appelle tout de suite. Il peut venir cet après-midi pendant qu'ils sont sortis. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. Elle a parlé à voix basse, expliquant la situation. Chaque mot qu'elle disait me faisait me sentir plus réelle, plus valide, plus vue. Elle a raccroché et m'a regardée avec détermination. Il sera là à 15 heures. Apporte tout ce que tu as. Relevé de compte, documents, tout ce que tu as signé. Tout. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Béatrice s'est levée pour partir, mais d'abord, elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte et maternelle. Le genre d'étreinte que je n'avais pas reçue depuis la mort de Bernard. Tu n'es pas seule, Hélène. Plus maintenant. Quand elle est partie, je suis restée assise dans la cuisine, regardant ces deux frigos. Mais maintenant, je les voyais différemment. Ils n'étaient plus des symboles de mon humiliation. Ils étaient des preuves de cruauté, d'abus, d'exploitation systématique. Et bientôt, ils seraient la preuve dont j'avais besoin pour récupérer ma vie. Les heures jusqu'à 15 heures se sont éternisées comme des années. Je me suis déplacée dans la maison comme une détective dans ma propre maison, à la recherche de documents, de papiers, de tout ce qui pourrait servir de preuve. J'ai commencé par ma chambre, ou ce qui était autrefois ma chambre. La chambre principale appartenait maintenant entièrement à Grégoire et Michel. Y entrer, c'était comme envahir un territoire ennemi. J'ai ouvert la porte lentement. La pièce sentait le parfum cher de Michel. Le lit était défait. Des vêtements étaient éparpillés partout et des boîtes étaient empilées contre le mur. Les mêmes boîtes dont Béatrice avait parlé. Je me suis approchée pour les examiner. Elles provenaient de marques de luxe. Chaussures, sacs à main, vêtements de créateurs. Chaque boîte représentait des centaines, voire des milliers d'euros. Où avait-il trouvé cet argent ? J'ai ouvert le placard. Encore plus de vêtements neufs, des robes avec les étiquettes encore attachées, des costumes chers. Michel avait au moins 20 paires de chaussures à talons hauts qui coûtaient plus de 300 € chacune. Grégoire avait des montres, 4 montres de marque alignées dans une boîte spéciale. J'en ai reconnu une. C'était une fausse Rolex, probablement. Mais même les bonnes imitations coûtaient plus de 1000 €. Comment pouvaient-ils avoir tout ça s'ils étaient censés être au chômage ? S'ils ne pouvaient, soi-disant, pas se permettre d'aider aux dépenses de la maison ? J'ai vérifié les tiroirs de la table de nuit de Grégoire. Des chargeurs, des écouteurs, des papiers froissés, des reçus. J'ai pris les reçus. Restaurant cher, bar, achat en ligne. L'un d'eux provenait d'un casino. 500 € perdus en une seule nuit il y a 3 semaines. J'ai glissé les reçus dans ma poche. Dans le tiroir de Michel, j'ai trouvé des relevés de cartes de crédit. 3 cartes différentes, toutes avec des dettes énormes. L'une avait un solde de 20 000 €, une autre de 8 000, la troisième de 5 000. 33 000 € de dettes de cartes de crédit. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est de voir une autre carte, une que je ne reconnaissais pas. Le relevé portait mon nom
Hélène Dubois. Limite de crédit 10 000 euros. Solde actuel 9 950 euros. Je n'avais jamais demandé cette carte. Mes mains tremblaient en lisant les frais. Meubles, appareils électroniques, vêtements, restaurants, voyages. Tous signés de mon nom, mais rien de tout cela utilisé par moi. Grégoire avait ouvert une carte de crédit à mon nom, sans ma permission, et l'avait utilisée jusqu'à la limite. C'était de la fraude. C'était un crime. J'ai pris le relevé et j'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres papiers, des contrats, des documents de prêt, tous avec ma signature. Quand avais-je signé tout ça? J'ai essayé de me souvenir. Grégoire me mettait constamment des papiers sous le nez. Signe ici, maman. C'est pour l'assurance. Signe ici, maman. C'est pour renouveler l'enregistrement de la maison. J'ai besoin de ta signature pour cette démarche bancaire. Je signais sans lire. Je lui faisais confiance. Il était mon fils, et il avait utilisé cette confiance pour me voler, pour m'enterrer sous les dettes, pour me détruire financièrement. J'ai trouvé un papier qui m'a coupé le souffle. C'était une demande de prêt hypothécaire de 50 000 euros sur la maison. Ma maison, celle que Bernard m'a laissée. Grégoire avait essayé d'utiliser la maison comme garantie. La demande était marquée comme en attente d'approbation. Elle n'avait pas encore été traitée, mais l'intention était claire, cruelle. Il voulait prendre ma maison, pas attendre que je meure. La prendre maintenant. J'ai rassemblé tous les papiers que j'ai trouvés et je les ai emmenés dans la petite chambre. Je les ai cachés sous le matelas. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Puis, je suis allée à la cuisine et j'ai cherché mes propres documents, ceux que je gardais dans une boîte à biscuits sur le dessus du placard. Relevé de compte, reçu de pension, facture médicale. J'ai sorti les relevés bancaires des 6 derniers mois et j'ai commencé à les examiner attentivement. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas. De gros retraits. 500 euros par-ci, 800 par-là, 1000 plus loin. De petites sommes qui s'additionnaient pour atteindre des milliers. Et il y avait des prélèvements automatiques, des abonnements à des services de streaming premium, des salles de sport exclusives, des applications de livraison de nourriture gastronomique, tous à mon nom, tous débités de mon compte. J'ai fait le calcul mentalement. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient pris près de 20 000 euros de mon compte par le biais de virements, de retraits et de frais non autorisés. 20 000 euros que je n'avais pas dépensés, dont je ne savais même pas qu'il manquait, parce que Grégoire m'aidait à examiner les comptes chaque mois. Il ne me montrait que ce qu'il voulait que je voie. La manipulation était parfaite, systématique, calculée. À 14h30, j'ai organisé tous les documents dans un dossier. Des papiers qui prouvaient la fraude, le vol, l'abus financier sur personne âgée, l'exploitation d'une personne âgée, car c'était ce que j'étais maintenant. Une personne âgée vulnérable, exploitée par sa propre famille. À 15 heures précises, Béatrice a frappé à la porte. Elle était accompagnée d'un homme grand, d'environ 65 ans, avec des cheveux gris parfaitement coiffés, et des yeux qui transmettaient intelligence et gentillesse. « Hélène, voici Arthur. Arthur, voici Hélène. » Arthur a tendu la main. Sa poignée était ferme mais chaleureuse. « Enchantée, Hélène. Béatrice m'a parlé de votre situation. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous aider, gratuitement. C'est personnel pour moi. » « Personnel ?» ai-je demandé en les invitant à s'asseoir à la table de la cuisine. « Ma mère a vécu quelque chose de similaire il y a des années, » a expliqué Arthur, son visage s'assombrissant. « Mon frère l'a exploitée financièrement jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Quand nous l'avons finalement découvert, il était trop tard. Elle est morte en se sentant trahie et ruinée. J'ai juré d'aider d'autres personnes dans sa situation pour honorer sa mémoire. »
Ces paroles m'ont profondément touchée. Je n'étais pas seule. D'autres familles avaient vécu cela. D'autres mères avaient été trahies par leurs enfants. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé », a dit Arthur en sortant un bloc-notes. J'ai étalé tous les documents sur la table, un par un, les relevés bancaires, les cartes de crédit frauduleuses, les prêts non autorisés, les reçus de dépenses excessives, la demande de prêt hypothécaire. Arthur a examiné chaque papier avec une attention professionnelle. Son expression s'est durcie à chaque document. « C'est grave, Hélène, très grave », a-t-il finalement dit. Ce que votre fils a fait constitue plusieurs délits. Usurpation d'identité, vol, abus de faiblesse sur personne âgée, faux en écriture. Peut-il aller en prison ? Ai-je demandé, ressentant un mélange d'horreur et de satisfaction. Il le pourrait, si... Vous décidez de porter plainte au pénal ? Mais d'abord, parlons de vos options. Arthur a sorti un stylo et a commencé à écrire. Option 1. La confrontation familiale. Vous leur montrez ce que vous savez, vous exigez qu'ils arrêtent les abus et vous négociez un plan de remboursement pour ce qui a été volé. C'est rapide, mais ça fonctionne rarement. Les abuseurs nient généralement, manipulent et continuent. Je savais qu'il avait raison. Grégoire nierait tout. Michel pleurerait et me ferait me sentir coupable. Option 2, a poursuivi Arthur. L'action en justice civile. Vous les poursuivez pour l'argent volé. Vous demandez des ordonnances restrictives. Vous les forcez à tout rembourser plus des dommages et intérêts. Cela prend du temps, 6 mois, peut-être 1 an. Mais vous finiriez par récupérer votre argent. Et l'option 3. Arthur m'a regardé droit dans les yeux. L'action pénale. Vous portez plainte pour fraude. La police enquête. S'il y a suffisamment de preuves, et il y en a ici, votre fils et votre belle-fille pourraient faire face à des accusations criminelles, à de la prison, à un casier judiciaire, à des conséquences graves. Le silence a rempli la cuisine. Béatrice a posé sa main sur la mienne. « Vous n'avez pas à décider maintenant, » a dit Arthur doucement. « Mais si vous devez agir rapidement, regardez ça. » Il a montré la demande de prêt hypothécaire. « Si cela est approuvé, vous pourriez perdre votre maison. Nous devons le bloquer immédiatement. » Comment ? D'abord, nous allons à la banque demain matin à la 1re heure. Vous annulez toutes les autorisations que vous avez données à Grégoire. Vous changez vos mots de passe. Vous gelez votre crédit pour qu'il ne puisse plus ouvrir de compte à votre nom. Deuxièmement, nous alertons la banque de la fraude. Nous contestons tous les frais non autorisés. Troisièmement, nous mettons la maison dans une fiducie qui protège votre propriété. Tout cela semblait si compliqué, si accablant. « Je sais que c'est beaucoup, » a dit Arthur comme s'il lisait dans mes pensées. « Mais je vous guiderai à chaque étape. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » « Et en attendant, » ai-je demandé, « ils continuent à vivre ici, à me voler ? » C'est votre décision. Légalement, vous pouvez entamer une procédure d'expulsion. En tant que propriétaire, vous en avez le droit, mais cela prend des semaines. Ou vous pouvez les affronter dès maintenant. Leur dire que vous avez tout découvert et qu'ils doivent partir. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. « Que feriez-vous ? » lui ai-je demandé. Arthur a réfléchi un instant. « Je documenterai tout d'abord. Je prendrai des photos des boîtes, des vêtements chers, du frigo avec les étiquettes. Je rassemblerai toutes les preuves possibles. Puis, quand vous serez prête, quand tout sera légalement protégé, c'est à ce moment-là que je les affronterai, depuis une position de force, pas de faiblesse. » C'était logique. Parfaitement logique. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? » a ajouté Arthur. Béatrice a mentionné qu'elle avait entendu votre belle-fille parler d'attendre votre mort pour prendre la maison. J'ai hoché la tête, la douleur encore fraîche.
Ce genre de commentaire peut être utilisé au tribunal, surtout si nous parlons d'abus de faiblesse avec l'intention d'exploiter jusqu'au bout. C'est une circonstance aggravante. Comment prouver qu'elle l'a dit? Béatrice a levé la main timidement. Je peux témoigner. J'ai tout entendu clairement. Parfait, a dit Arthur. Un témoin indépendant renforce énormément le dossier. Nous avons tout passé en revue pendant 2 heures de plus. Arthur a pris des copies de tous les documents. Nous avons fait une liste d'actions immédiates. Nous avons planifié chaque étape. Quand nous avons terminé, je me sentais différente, plus forte, plus lucide. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais le contrôle de ma vie. Arthur et Béatrice sont partis vers 17 heures. Grégoire et Michel ne tarderaient pas à rentrer. J'ai mis tous les documents originaux dans un sac et les donné à Béatrice pour qu'elle le garde chez elle. Je ne pouvais pas risquer qu'il les trouve. À 18 heures, j'ai entendu la voiture arriver. Des voix, des rires, la porte qui s'ouvre. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie de la petite chambre. Il était temps de commencer à se battre. Grégoire et Michel sont entrés en portant des sacs de courses, des sacs de magasins chers, de marques que je ne pourrais jamais me permettre. Ils riaient de quelque chose que l'un d'eux avait dit dans la voiture. Ils m'ont vu debout dans le salon et leur rire s'est éteint, comme si ma présence gâchait leur bonne humeur. « Salut, maman !» a dit Grégoire sans émotion. « Qu'est-ce que tu fais là, debout ?»« Nous devons parler, » ai-je répondu en essayant de garder ma voix stable. Michel a levé les yeux au ciel. On est fatigué en ce moment. C'était une longue journée. Une longue journée de shopping avec de l'argent qu'ils n'avaient non pas. Ou plutôt, avec de l'argent qu'ils avaient, le mien. C'est important, ai-je insisté. Grégoire a soupiré de manière dramatique. D'accord, qu'est-ce que c'est? Je voulais crier tout ce que j'avais découvert. Je voulais leur jeter les papiers au visage, mais je me suis souvenu des mots d'Arthur. Documenter, protéger, puis affronter depuis une position de force. Je veux qu'on aille à la banque ensemble demain, ai-je dit, mesurant chaque mot. La banque? Pourquoi faire? Grégoire a laissé tomber les sacs sur le canapé. Je dois vérifier mes comptes. Des choses étranges se sont produites. Des frais que je ne reconnais pas. J'ai vu quelque chose vaciller dans les yeux de Grégoire. De la peur, de la culpabilité. Ça a disparu si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Ce sont probablement tes médicaments, maman, ou les factures d'électricité. Tu sais comment c'est? Non, ce sont d'autres choses, de gros virements. Je veux vérifier ça avec toi. Michel a croisé les bras. Hélène, n'insulte pas Grégoire. Il t'a aidé avec tes finances parce que tu ne comprends rien à tout ça. Tu ne comprends rien à tout ça. Une autre façon de dire que j'étais stupide, incapable, inutile. C'est précisément pour ça que je veux aller à la banque, pour mieux comprendre. Ai-je répondu en gardant mon calme. Grégoire a échangé un regard avec Michel. Quelque chose de silencieux est passé entre eux. Je ne peux pas y aller demain. J'ai un entretien d'embauche, a-t-il dit rapidement. Un entretien où? Dans une entreprise de technologie. Très important. Je ne peux pas annuler. Un mensonge. Je pouvais le voir dans la façon dont il évitait mon regard et dont ses mains bougeaient nerveusement. Alors après-demain, ai-je proposé. Mon Dieu, quelle galère! A marmonné Michel en ouvrant son frigo. Celui avec son nom sur les étiquettes. Elle a sorti une bouteille de vin très chère. Si tu as des doutes, vérifie ton relevé en ligne. Grégoire t'a montré comment faire. Il m'a montré comment faire, mais il ne m'a jamais donné les vrais mots de passe. Il m'aidait toujours à me connecter avec son téléphone. Je préfère y aller en personne, ai-je insisté. Bon sang, quelle plaie! A marmonné Michel. Elle est revenue avec 2 verres de vin. Elle en a tendu un à Grégoire. Ils ne m'ont même pas offert un verre.
Ils ont bu devant moi comme s'ils célébraient quelque chose. Tu sais quoi, maman? A dit Grégoire après avoir pris une longue gorgée. Tu es ingrate après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Oui, nous vivons ici pour prendre soin de toi. On pourrait être dans notre propre appartement, vivre nos vies, mais non, on est là à supporter des choses, à se sacrifier. Se sacrifier dans ma maison, en mangeant ma nourriture, en dépensant mon argent. Personne ne vous a demandé de rester, ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi était dense, dangereux. Michel a claqué son verre sur la table. Tu sais quoi? J'en ai marre de ton attitude, Hélène. Tu es revenue de l'hôpital hier avec ce regard de martyr, comme si nous étions les méchants de ton histoire. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. On le voit dans ta façon de nous regarder, de parler, comme si on te devait quelque chose. Je vous ai tout donné, ai-je murmuré. Tout. Michel a ri d'un rire cruel. Tu as donné à Grégoire une enfance médiocre dans un quartier sans intérêt. Tu l'as élevé, avec des limitations, avec une mentalité de pauvre. On a dû travailler 2 fois plus dur pour surmonter tout ça. Chaque mot était un coup de poignard. Grégoire ne l'a pas arrêté. Il a juste bu son vin en détournant le regard. Je me suis cassé le dos à travailler pour lui donner le meilleur, ai-je dit, sentant les larmes menacées. Le meilleur, s'il te plaît. Le meilleur aurait été de lui donner de vraies opportunités, des relations, une vie meilleure. Mais à la place, tu l'as rempli de culpabilité et d'obligation. Michel, ça suffit, a murmuré Grégoire, mais sans conviction. Il est temps qu'elle entende la vérité. Hélène, tu es un fardeau. Tu l'as toujours été. Grégoire est trop gentil pour te le dire, mais pas moi. Vivre ici est un énorme sacrifice. Te tolérer est épuisant. Les larmes sont tombées. Je ne pouvais pas les arrêter. Si c'est un tel sacrifice, ai-je dit à travers mes sanglots. Vous pouvez partir quand vous voulez. Grégoire a posé son verre. Il s'est approché de moi avec une expression sérieuse. Maman, cette maison est autant la nôtre que la tienne. Papa aurait voulu que ce soit comme ça. Une maison de famille? Ton père me l'a laissée parce qu'il supposait que tu la partagerais avec ta famille, avec nous? Son ton était final. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Michel a rassemblé les sacs de courses. Je vais ranger ça. Greg, aide-moi. Je les ai regardés monter avec leurs achats coûteux. J'ai entendu la porte de mon ancienne chambre se fermer. Je suis restée seule dans le salon, tremblante. La confrontation s'était passée pire que je ne l'imaginais. Ils n'avaient rien admis. Ils avaient tout retourné pour me faire sentir coupable. Mais quelque chose avait changé. Je ne doutais plus. Je ne me demandais plus si j'exagérais. Les mots de Michel avaient été d'une clarté cristalline. J'étais un fardeau, une nuisance, quelqu'un à tolérer jusqu'à ce que je meure. Je suis allée dans la petite chambre et j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Béatrice. Je dois aller à la banque demain à la 1e heure. Est-ce qu'Arthur peut toujours venir avec nous? La réponse est arrivée en quelques secondes. Bien sûr, on passe te prendre à 8 heures. J'ai rangé le téléphone et je me suis assise sur le lit. À l'étage, j'entendais leur voix. Ils parlaient normalement maintenant, se moquant probablement de moi, la vieille folle qui comprenait enfin la vérité. Mais je n'étais plus folle. Et demain, je commencerai à reprendre ce qui m'appartenait. Je n'ai pas dîné ce soir-là. Je n'avais pas faim. Je me suis juste couchée tôt, écoutant leurs pas à l'étage, la télévision allumée, leurs rires occasionnels. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Bernard, à la façon dont il avait travaillé si dur pour me protéger.
À quel point il serait déçu de voir son fils comme ça. Pardonne-moi, Bernard, ai-je murmuré dans le noir. J'ai laissé détruire ce que tu as construit, mais je vais arranger ça. Je te le promets. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Parce que je savais que la guerre avait commencé, et cette fois, je n'allais pas perdre. Je me suis réveillée à 6 heures du matin. Il faisait encore nuit dehors. La maison était silencieuse. Grégoire et Michel dormaient profondément après avoir vidé une autre bouteille de vin la veille. Je me suis habillée avec soin. J'ai choisi mes plus beaux vêtements, une tenue que j'avais achetée pour les funérailles de Bernard et que je portais rarement. Je voulais avoir l'air digne, forte, pas comme la vieille femme malade qu'ils pensaient que j'étais. À 7h30, j'étais prête. J'ai pris mon sac à main avec les quelques documents que j'avais gardés. Le reste était en sécurité chez Béatrice. J'ai entendu du mouvement à l'étage, des pas vers la salle de bain. Grégoire se réveillait. Je suis sortie de la petite chambre et je suis allée à la cuisine. J'ai fait du café. J'ai agi normalement, comme si rien ne s'était passé la nuit dernière, comme si leurs mots ne m'avaient pas anéanti. Grégoire est descendu en pyjama, les cheveux en désordre. Il a semblé surpris de me trouver réveillée. « Bonjour » a-t-il dit, la voix rauque de sommeil et de vin. « Bonjour. Du café ? Oui, merci. » Il s'est assis à la table, consultant son téléphone. Je lui ai versé une tasse. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais étonnamment calme. « Tu sors » a-t-il demandé en remarquant mes vêtements. « J'ai un rendez-vous chez le médecin, un contrôle post-opératoire. » Un mensonge, mais un mensonge nécessaire. « Ah, tu veux que je t'emmène » ? « Non, Béatrice m'emmène. On s'est déjà arrangé. » Grégoire a hoché la tête immédiatement, perdant tout intérêt. Il est retourné à son téléphone. À 8 heures précises, j'ai entendu un klaxon dehors. Béatrice était arrivée. « Je pars maintenant » ai-je annoncé en prenant mon sac. « Fais attention, maman » a dit Grégoire sans lever les yeux. Je suis sortie de la maison, chaque pas étant une libération. L'air frais du matin a rempli mes poumons. Béatrice était dans sa voiture. Arthur était sur le siège passager. « Bonjour, Hélène » m'a salué Béatrice avec un sourire chaleureux. « Prête » a demandé Arthur. « Prête » ai-je répondu en montant à l'arrière. La banque était à 20 minutes. En chemin, Arthur a passé en revue le plan. D'abord, nous parlerons au directeur. Nous expliquerons la situation de fraude. Nous demanderons des copies de toutes les transactions des 2 dernières années. Ensuite, nous annulerons toute autorisation qu'ils ont sur vos comptes. Nous changerons les mots de passe. Et enfin, nous mettrons en place des alertes de sécurité pour empêcher de futures fraudes. Cela semblait simple quand il le présentait ainsi, mais j'avais l'estomac noué. Nous sommes arrivés à la banque juste à son ouverture. Le bâtiment était moderne, avec de grandes baies vitrées. Nous sommes entrés et Arthur est allé directement au bureau d'accueil. Nous devons parler au directeur de l'agence. C'est une affaire urgente de fraude bancaire. L'employée, une jeune femme au comportement professionnel, nous a regardés sérieusement. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle a disparu derrière des portes. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec un homme d'une 50aine d'années. Costume gris, expression bienveillante. « Je suis Marc Joliot, le directeur de l'agence. Comment puis-je vous aider ?» Arthur a tendu la main. « Je suis Arthur Lambert, avocat. Je représente Madame Hélène Dubois dans une affaire de fraude financière. » Marc nous a conduits dans un bureau privé. Il a fermé la porte. « Veuillez m'expliquer la situation. » Arthur a parlé en premier, présentant le cas de manière claire et professionnelle. Puis, ce fut mon tour. Ma voix était tremblante au début, mais j'ai gagné en assurance en racontant tout. Les prêts non autorisés,
les cartes de crédit ouvertes à mon nom, les virements que je ne reconnaissais pas. Marc a écouté attentivement, prenant des notes. Son expression devenait plus sérieuse à chaque détail. « Avez-vous des documents pour étayer cela ?» a-t-il demandé. J'ai posé les copies des relevés bancaires frauduleux sur le bureau. Marc les a examinés attentivement. « C'est très grave, » a-t-il finalement dit. « Je vais avoir besoin que vous remplissiez un rapport de fraude formel. Nous allons également examiner immédiatement tous vos comptes. » L'heure suivante a été passée sur son ordinateur à examiner chaque transaction. Son expression s'assombrissait de plus en plus. « Madame Dubois, » a-t-il dit après un long silence, « il y a de multiples irrégularités. Des virements importants vers des comptes que vous ne reconnaissez pas. Des retraits à des distributeurs loin de votre zone habituelle. Des prélèvements récurrents pour des services que vous dites n'avoir jamais contractés. Combien ? Ai-je demandé, effrayé de le savoir. Marc a fait quelques calculs. Au cours des 2 dernières années, environ 42 000 € ont quitté vos comptes dans des transactions que vous n'avez pas autorisées. 42 000 €? J'ai eu le vertige. Béatrice m'a tenu le bras. Et ceci, a poursuivi Marc en montrant son écran. C'est un prêt hypothécaire demandé il y a 2 semaines pour 50 000 € en utilisant votre maison comme garantie. Je n'ai jamais autorisé ça. Je sais. Et la signature sur la demande est suspecte. Elle semble contrefaite. Marc m'a montré le document numérique. La signature ressemblait à la mienne, mais il y avait des différences subtiles. Grégoire a accès à mes documents. Il a pu la copier. Cela constitue un faux et usage de faux, un délit grave. Marc a regardé Arthur. Allez-vous engager des poursuites judiciaires ? Oui, a répondu fermement Arthur. Nous allons porter plainte au pénal. Marc a hoché la tête. Je vais geler ce prêt immédiatement. Il ne sera pas traité et je vais lancer le protocole de fraude pour récupérer les fonds volés sur vos comptes. Une autre heure a été consacrée à remplir des formulaires, à signer des déclarations, à changer les mots de passe et à annuler des autorisations. Marc a retiré le nom de Grégoire de tous mes comptes. Il n'y avait plus accès. Il ne pouvait plus toucher à mon argent. Les cartes de crédit ouvertes à mon nom sans autorisation seraient annulées. Les dettes seraient contestées. Vous n'êtes pas responsable du paiement des frais frauduleux, a expliqué Marc. Et l'argent qu'ils ont déjà pris, les 42 000 €? La banque va lancer une enquête. Si la fraude est confirmée, ce qui semble très probable, votre fils et votre belle-fille devront le rembourser avec intérêt ou faire face à des poursuites pénales. Nous avons quitté la banque 3 heures plus tard. Je portais un épais dossier avec des copies de tout, des rapports de fraude, des relevés bancaires détaillés, des preuves claires de chaque crime. Dans la voiture, Béatrice m'a serré dans ses bras. « Tu as si bien fait, Hélène. »« Ce n'est que le début, » a dit Arthur. « Maintenant vient la partie difficile, les affronter. »« Quand ?» ai-je demandé. « Quand vous serez prête, mais je suggère que ce soit bientôt, avant qu'ils ne découvrent que vous êtes allée à la banque. » J'ai regardé par la fenêtre. Les rues défilaient, des gens normaux vivant des vies normales, des familles qui s'aimaient vraiment. « Je veux le faire aujourd'hui, » ai-je dit soudainement. Ce soir, quand ils rentreront du travail, ou d'où qu'ils aillent pour prétendre travailler. Arthur a souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire d'approbation, de respect. « Alors ce sera ce soir. Nous serons avec vous. Vous n'affronterez pas cela seul. » Nous sommes rentrés vers midi. Grégoire et Michel n'étaient pas là. Ils étaient sortis. Béatrice et Arthur sont entrés avec moi. Ils ont regardé les 2 frigos, les étiquettes avec le nom de Michel, les luxes dans toute la maison, les vêtements chers, les nouveaux appareils. Tout ceci,
a dit Arthur en montrant les alentours, a été acheté avec de l'argent volé. Tout est une preuve. Il a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos des frigos, des boîtes de vêtements de créateurs dans la chambre principale, des reçus que nous avions trouvés, de tout. Nous devons documenter le style de vie qu'ils maintiennent par rapport aux revenus qu'ils prétendent avoir, a-t-il expliqué. Cela prouve qu'ils vivent de fonds illicites. Nous avons passé l'après-midi à préparer la confrontation. Arthur a noté des points clés. Béatrice a fait du thé et m'a forcé à manger quelque chose. À 17h, le plan était prêt. À 18h, nous avons entendu la voiture arriver. Béatrice et Arthur se sont positionnés dans le salon. Je me suis tenue devant la porte. Grégoire et Michel sont entrés en riant. Ils se sont figés en voyant les visiteurs. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Grégoire, son ton immédiatement défensif. « Asseyez-vous » ai-je dit. Ma voix était plus ferme que je ne l'avais prévu. « Nous devons parler ?»« Maman, qu'est-ce que c'est ? Qui est-il » Michel a montré Arthur du doigt. « Je suis Arthur Lambert, conseiller juridique de Madame Dubois. » La couleur a quitté le visage de Grégoire. « Conseiller ? Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. « J'ai tout découvert, Grégoire, tout !» Le silence qui a suivi était assourdissant. Grégoire et Michel sont restés figés dans l'entrée, leur visage passant du choc à la confusion et enfin à une peur mal dissimulée. « Découvert quoi ?» a demandé Michel, essayant de paraître outré, mais sa voix s'est brisée. Arthur s'est levé. Il avait cette présence que seuls les avocats expérimentés possèdent, l'autorité sans avoir besoin de crier. « Monsieur Grégoire Dubois et Madame Michel Dubois, vous êtes accusés de fraude financière, de vol, de faux en écriture et d'abus de faiblesse sur personne âgée. » Grégoire a laissé échapper un rire nerveux. « Quoi ? C'est ridicule ? Maman, qu'est-ce que tu as raconté à ces gens ? » « La vérité, » ai-je répondu. « Je leur ai dit la vérité que vous avez cachée. » « Quelle vérité ? Je n'ai rien caché. » Arthur a ouvert sa mallette et a sorti des documents. Il les a placés sur la table basse, un par un, comme un procureur présentant des preuves. Carte de crédit citoyen ouverte au nom d'Hélène Dubois le 15 mars de l'année dernière. Solde actuel, 14 800 €. Avez-vous autorisé cette carte, Madame Dubois ? Non, ai-je répondu fermement. C'était une erreur de la banque, a crié Grégoire. J'allais te le dire, maman. Quand ? Ai-je demandé. Quand tu ne pourrais plus la payer ? Arthur a continué. Prêt personnel de la Banque de la Vallée, 5 000 €, demandé au nom d'Hélène Dubois il y a 1 an. Argent transféré sur le compte de Grégoire Dubois. Avez-vous autorisé ce prêt ? Non. Michel s'est avancé. Hélène, tu es confuse. Tu as signé ces papiers. Nous t'avons tout expliqué. Vous m'avez expliqué ? Ma voix a monté en volume. Quand ? Quand vous avez mis des papiers devant moi et m'avez dit de signer sans lire ? Nous t'avons tout expliqué, a insisté Michel. C'est un mensonge, est intervenue Béatrice depuis sa chaise. Je les ai entendus. Je sais comment ils opèrent. Michel a fusillé Béatrice du regard avec une haine pure. Vieille fouine, c'est de ta faute. Tu lui as mis des idées en tête. Personne ne m'a rien mis en tête, ai-je dit. Vous m'avez montré qui vous étiez vraiment. Arthur a brandi un autre document. Demande de prêt hypothécaire sur la propriété aux 12 rue des Tilleuls. Signature contrefaite. C'est un délit fédéral. Grégoire est devenu complètement pâle. Ce prêt, c'était pour un investissement, pour faire fructifier l'argent pour nous tous. Pour nous tous ? Ai-je explosé. Vous ne m'avez même pas rendu visite quand j'étais à l'hôpital.
Vous êtes rentré de l'hôpital et avez mis un frigo séparé ici parce que ma nourriture n'était pas assez bonne pour vous. Ça n'a rien à voir, a crié Michel. Ça a tout à voir. Ça montre exactement comment vous me voyez. Comme un déchet. Comme quelque chose à exploiter jusqu'à ce que je meure. Personne n'a dit ça. Grégoire a essayé de s'approcher, mais Arthur s'est interposé. Si, ils l'ont dit, a dit Béatrice calmement. Je les ai entendus. La nuit où elle est rentrée de l'hôpital, Michel a dit à Grégoire « Ça ne va plus tarder maintenant. Quand la vieille passera, cette maison sera à nous. Elle vaut 200 000 euros. » Michel s'est tourné vers Béatrice, furieuse. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. »« Vous l'avez dit ?» a confirmé Béatrice calmement. Et Grégoire a répondu « J'espère qu'elle se dépêche. Je suis fatigué de faire semblant de m'en soucier. » Les mots ont atterri comme des bombes. Grégoire a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ses yeux se sont remplis de panique. Ça a été sorti de son contexte, a-t-il finalement balbutié. Quel contexte justifie de souhaiter la mort de sa mère ? Ai-je demandé, les larmes coulant maintenant librement. Maman, je ne veux pas que tu meures. Bien sûr que non, mais tu veux ma maison, mon argent, tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas pareil. Si, c'est pareil. Vous m'avez volé, vous m'avez menti, vous m'avez exploité, et vous espériez que je meure pour pouvoir prendre le peu que je possède. Arthur a repris le contrôle. Nous avons toute la documentation de la banque. 42 000 euros frauduleusement retirés des comptes de Madame Dubois au cours des 2 dernières années. Virement non autorisé, retrait inexplicable, frais pour des services qu'elle n'a jamais contractés. Je gérais ses finances parce qu'elle me l'a demandé, a crié Grégoire désespérément. Gérer les finances ne signifie pas voler, a répondu froidement Arthur. Et cela n'inclut certainement pas l'ouverture de comptes de crédit non autorisés. Michel a changé de tactique. Elle s'est effondrée sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Elle a commencé à pleurer. Des larmes dramatiques, des sanglots exagérés. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça, Hélène, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Nous vivons dans cette horrible maison pour prendre soin de toi. Nous avons quitté nos vies pour être ici. Cette horrible maison que vous vouliez me voler, ai-je pensé. Nous n'essayions pas de la voler. Nous sécurisions juste notre avenir. À mes dépens, ai-je terminé. Grégoire s'est passé les mains dans les cheveux. Il transpirait. Ses yeux cherchaient une issue, une explication, n'importe quoi. Maman, on peut arranger ça. On te remboursera tout, petit à petit. Mais ne fais pas ça. N'implique pas d'avocat. Ne détruis pas ta propre famille. Détruire ma famille ? Ai-je répété, incrédule. C'est moi qui l'a détruit ? Pas vous, qui m'avez volé, menti et traité comme un poids mort ? On était désespérés, a crié Michel. Tu crois qu'on voulait vivre comme ça, dans cette vieille maison, avec une retraitée qui survit à peine ? Alors pourquoi n'êtes-vous pas partis ? Personne ne vous a forcé à rester. Parce qu'on n'avait nulle part où aller. Michel s'est levé, ses larmes disparues, remplacées seulement par la rage. Tu sais combien coûte un loyer ? Tu sais à quel point c'est dur de trouver un travail ? On n'avait pas le choix. Il y a toujours un choix. Le choix de ne pas me voler, de ne pas m'exploiter. Arthur est intervenu à nouveau. Vous avez 2 options. Premièrement, vous rendez chaque centime volé plus les intérêts. Vous quittez cette maison immédiatement. Vous signez un accord légal reconnaissant la fraude et acceptant un plan de remboursement. Nous ne déposons pas de plainte pénale. Et la seconde ? A demandé Grégoire, la voix morte. La seconde est que nous déposons une plainte pénale. Fraude, faux, abus de faiblesse.
Vous risquez entre 5 et 15 ans de prison, un casier judiciaire, vos vies ruinées. Le silence est revenu. Lourd, suffocant. Michel a été la première à parler. On n'a pas 42 000 euros? Loin de là. Alors commencez à les trouver, a dit Arthur. Vendez tout ce que vous avez acheté avec l'argent volé. Les vêtements, les chaussures, l'électronique, tout. Ça ne rapportera même pas 10 000 euros, a-t-elle protesté. Alors trouvez de vrais emplois, 2 emplois si nécessaire, et payez mensuellement jusqu'à ce que la dette soit entièrement couverte. Grégoire, a poursuivi Arthur, vous avez jusqu'à demain midi pour choisir. Option 1 ou option 2. Grégoire s'est affalé dans un fauteuil. Il avait l'air détruit. Petit, rien à voir avec le fils que j'avais élevé. Maman, a-t-il dit, la voix brisée. Tu vas vraiment faire ça? Détruire ton propre fils? Tu t'es détruit toi-même, Grégoire. Je ne fais que me protéger. Je suis ton fils, ta seule famille. Un fils ne vole pas sa mère. Un fils ne lui souhaite pas la mort. Un fils ne la traite pas comme un déchet. On t'aime. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez mon argent. Vous aimez ma maison. Vous ne m'avez jamais aimé. Peut-être quand tu étais un petit garçon, mais ce garçon est mort il y a longtemps. Grégoire a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Des sanglots de quelqu'un qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai regardé mon fils en pleurs. Une partie de moi, celle qu'il avait porté bébé, celle qu'il avait soignée quand il était malade, celle qui avait tout sacrifié pour lui, voulait céder. Elle voulait le serrer dans ses bras et dire que tout irait bien. Mais une autre partie, la nouvelle, celle qui s'était réveillée dans cet hôpital, connaissait la vérité. Si je cédais maintenant, tout continuerait. L'abus, l'exploitation, la cruauté. Vous avez jusqu'à demain midi pour décider, a dit Arthur. Option 1 ou option 2. Mais vous quittez cette maison de toute façon. Aujourd'hui? A crié Michel. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, tout comme ce n'était pas votre problème où je dormirais quand vous avez pris ma chambre. Arthur a sorti quelques derniers papiers. Ceci est un avis d'expulsion immédiat. Vous avez 2 heures pour emballer vos effets personnels et partir. C'est illégal, a hurlé Michel. Ça ne l'est pas. C'est la maison de Madame Dubois. Vous êtes des occupants sans titre. Légalement, je peux appeler la police dès maintenant pour vous escorter dehors. Grégoire m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Si je parlais, je craquerais. Béatrice s'est approchée et m'a pris la main. Son soutien silencieux m'a donné de la force. Le temps presse, a dit Arthur en regardant sa montre. 2 heures. Michel a couru à l'étage. Grégoire l'a suivi plus lentement, me regardant une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu beaucoup de choses. De la rage, de la peur, de la douleur. Mais je n'ai vu aucun remords sincère. Et cela m'a tout dit. Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'entendais leurs mouvements à l'étage, des tiroirs qui s'ouvraient violemment, des placards qui se vidaient, Michel qui criait, Grégoire qui répondait d'une voix brisée, le bruit de choses jetées avec colère. Béatrice, Arthur et moi sommes restés dans le salon, attendant, surveillant, nous assurant qu'ils ne prenaient rien qui ne leur appartenait pas. « Ça va ?» a demandé Béatrice en me serrant la main. Non, ça n'allait pas. J'étais brisée à l'intérieur, mais je ressentais aussi quelque chose d'étrange. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je récupérais ma dignité. « Ça ira ?» ai-je répondu. Après 40 minutes, Michel est descendu, traînant une valise.
Son visage était rouge de larmes ou de rage. Probablement les deux. Je dois prendre des choses dans la cuisine. Mes ustensiles, ma vaisselle. La vaisselle appartient à la maison, ai-je dit fermement. Vous ne prenez rien qui était là avant votre arrivée? J'ai acheté cette vaisselle. Avec de l'argent volé, elle reste. Michel m'a fusillé du regard avec une haine pure. Misérable vieille femme, tu as ruiné la vie de ton fils. Tu l'as ruiné enfant avec ta pauvreté. Et maintenant tu le ruines adulte avec ton égoïsme. Chaque mot était conçu pour me blesser, pour me faire douter, pour me détruire. Mais ça ne fonctionnait plus. Non, vous avez ruiné vos propres vies avec vos décisions. Je ne fais que me protéger. Te protéger? Michel a laissé échapper un rire hystérique. De quoi? De ta propre famille? Tu finiras seule, Hélène. Complètement seule. Parce que c'est ce que tu es, une vieille femme amère qui repousse tout le monde. Je préfère être seule qu'entourée de voleurs. Michel a ouvert son frigo en furie. Le frigo avec ses étiquettes. Elle a commencé à sortir des choses. Des bouteilles de vin, des fromages chers, des viandes. Elle a tout fourré dans des sacs. Ça, c'est à moi. J'ai acheté ça avec mon argent. Vas-y, ai-je dit. Prends tout. Arthur observait chaque mouvement, prenant des notes, photographiant ce qu'il prenait. Tout était documenté. Grégoire est descendu avec 3 grandes valises. Il avait l'air vieilli, comme s'il avait perdu 10 ans en 2 heures. Maman, pour la dernière fois, reconsidère. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas. On a fait des erreurs. Oui, je l'admets. Mais on peut arranger ça. Donne-moi une chance. Je t'ai donné des milliers de chances. Tu les as toutes gâchées. Il a commencé à porter les valises vers la porte. Michel vidait toujours le frigo, déterminée à prendre jusqu'au dernier morceau de nourriture. Quand elle a terminé, le nouveau frigo était complètement vide. Seules les étiquettes avec son nom restaient. Michel. 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 Des rappels de son arrogance. « Où irez-vous » a demandé doucement Béatrice. « On a des amis » a répondu amèrement Michel. « Des gens qui nous apprécient vraiment, contrairement à cette femme. »« Alors allez avec ces gens qui vous apprécient, » ai-je dit. Ils ont fait 3 autres voyages. Vêtements, chaussures, appareils électroniques, la télévision géante qu'ils avaient achetée. Ils ont tout chargé dans la voiture. Au dernier voyage, Grégoire s'est arrêté à la porte. Il m'a regardé une dernière fois. « Un jour, tu regretteras ça, maman, quand tu seras seule dans cette maison vide, quand il n'y aura personne pour prendre soin de toi, quand tu réaliseras que tu avais besoin de nous. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'en ai jamais eu besoin. J'avais juste besoin que vous me respectiez, et vous ne l'avez jamais fait. » Michel est passé devant lui en portant le dernier sac. « Allons-y, Greg. Cet endroit pue la pauvreté et le ressentiment. » Grégoire l'a suivi. La voiture était pleine de leurs affaires. Ils sont montés. Le moteur a démarré. Je les ai regardés s'éloigner par la fenêtre. La voiture a disparu au coin de la rue. Et juste comme ça, après un cauchemar d'1 an, ils étaient repartis. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur le canapé et les larmes ont commencé à couler. Pas des larmes de tristesse. C'était de la libération, du soulagement, de la douleur, tout mélangé dans un sanglot profond qui venait du plus profond de mon être. Béatrice m'a serrée dans ses bras. « C'est fini. Ils sont partis. Tu as fait ce qu'il fallait. »« Je sais que ça fait mal, mais vous avez fait ce qu'il fallait, » a ajouté Arthur. J'ai pleuré pendant 10 minutes. J'ai tout laissé sortir. Des années de douleur, d'humiliation, d'abus silencieux. Quand je me suis enfin calmée,
J'ai regardé autour de moi. La maison était en désordre. Des tiroirs ouverts, des choses éparpillées, des traces de leur présence partout. Mais elle était de nouveau à moi. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Arthur a ouvert sa mallette. Maintenant, nous attendons leur décision. D'ici demain midi, nous saurons s'ils choisissent l'option 1 ou l'option 2. Et s'ils ne répondent pas, alors nous procédons automatiquement aux poursuites pénales. Nous avons déjà tout. La banque déposera sa propre plainte pour fraude. C'est grave, Hélène. Très grave. J'ai hoché la tête. Une partie de moi, la partie maternelle qui ne mourrait jamais complètement, espérait que Grégoire choisirait la bonne option, qu'il admettrait sa culpabilité, rembourserait ce qu'il avait volé et essaierait au moins de se racheter. Mais une autre partie connaissait la vérité. Grégoire et Michel ne regrettaient que d'avoir été pris, pas ce qu'ils avaient fait. Béatrice est restée avec moi cette nuit-là. Elle ne voulait pas me laisser seule. Elle a préparé le dîner. Nous avons un peu rangé la maison. Nous avons parlé de choses triviales, de ses plantes, du temps, de tout, sauf de ce qui venait de se passer. Quand je suis enfin allée dormir, pour la première fois en 1 an, j'ai dormi dans ma propre chambre. Ils avaient laissé le lit défait. Les draps sentaient encore le parfum de Michel, mais c'était ma chambre, mon espace. J'ai changé les draps, ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et nettoyer les traces de leur présence. Quand je me suis allongée dans mon lit, dans ma chambre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait par la fenêtre. Béatrice était déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, comment as-tu dormi ?»« Mieux que depuis des mois, » ai-je répondu honnêtement. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Œufs, tartines, café. Simple mais délicieux. Tu penses qu'ils répondront avant midi? Ai-je demandé. Béatrice a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais s'ils ne le font pas, Arthur est prêt à agir. Les heures passèrent lentement. 10 heures du matin, 11h30. À 11h50, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Maman. La voix de Grégoire semblait différente, fatiguée, vaincue. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te parler. Je peux venir à la maison. Juste moi. Michel était resté où nous sommes. J'ai regardé Béatrice. Elle a hoché la tête. Viens, mais Arthur sera présent. D'accord. J'ai raccroché et j'ai appelé Arthur. Il est arrivé en 15 minutes. À 12h05, Grégoire a frappé à la porte. J'ai ouvert. Il avait l'air terrible. De profondes cernes sous les yeux, des vêtements froissés, les cheveux en désordre. Nous sommes entrés dans le salon et nous nous sommes assis. Arthur avait son bloc-notes prêt. « J'accepte l'option 1, » a dit Grégoire sans préambule. « Vous signerez l'accord. Vous reconnaîtrez la fraude. Vous vous engagerez à tout rembourser ?» a demandé Arthur. « Oui, tout. Mais j'ai besoin de temps. Je n'ai pas l'argent en ce moment. »« Combien avez-vous ?»« Rien. 0. On a tout dépensé. » Arthur a fait un calcul rapide sur son bloc-notes. 42 000 € plus 5% d'intérêt annuel, c'est environ 47 000 €. Si vous payez 500 € par mois, cela prendra près de 8 ans. Je n'ai pas de travail. Je ne peux pas m'engager à 500 pour le moment. Alors, trouvez un travail. 2 emplois si nécessaire. Ce n'est pas négociable. Grégoire s'est passé les mains sur le visage. Michel m'a quitté. Quand je lui ai dit que j'accepterais l'option 1, elle m'a traité de lâche et elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai rien ressenti. C'est entre vous et elle. L'accord est avec vous. Elle fera face à son propre processus judiciaire. Je sais,
Grégoire m'a regardé directement pour la première fois. Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tes excuses ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu rembourses ce que tu as volé. Je rembourserai tout, je le jure. Arthur a sorti des documents. Signé ici, et ici, et ici. Grégoire a signé sans lire. Sa main tremblait. Vous paierez 300 € par mois jusqu'à ce que vous trouviez un emploi stable, puis 500. Le premier paiement est dû dans 30 jours. Si vous manquez un seul paiement, nous déposerons immédiatement une plainte pénale. Compris. Nous avons terminé les formalités en silence. Quand ce fut fait, Grégoire est resté assis, comme s'il attendait quelque chose. Autre chose? Ai-je demandé. Est-ce qu'on pourra un jour arranger ça? Notre relation? Je l'ai regardé. Mon fils unique, le bébé que j'avais porté, le garçon que j'avais élevé, l'homme qui m'avait trahi. Je ne sais pas, Grégoire. Honnêtement, je ne sais pas. Il s'est levé lentement, a marché vers la porte et s'est arrêté. Je t'aime, maman. Je sais que tu ne le crois pas, mais je t'aime. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé partir. Quand la porte s'est fermée, j'ai relâché le souffle que j'avais retenu. C'est fait, a dit Arthur. Il a signé. Il est légalement obligé. Et Michel? Elle fera face à son propre processus. La banque la poursuivra pour les cartes frauduleuses. Elle n'échappera pas. La justice était en marche. Lente, mais inévitable. 3 mois ont passé depuis ce jour. 3 mois de reconstruction, de guérison, d'apprentissage de la vie à nouveau. Grégoire a effectué le premier paiement. Exactement 300 €. C'est arrivé par virement bancaire, sans un mot, sans un message, juste l'argent. Il a payé le 2e mois et le 3e. Nous ne nous parlions pas. Nous ne nous voyions pas. Il y avait seulement ce virement mensuel qui arrivait ponctuellement, preuve qu'il essayait au moins de réparer ce qu'il avait détruit. Michel, en revanche, a complètement disparu. La banque a engagé des poursuites judiciaires contre elle. Il y avait un mandat d'arrêt contre elle pour fraude, mais personne ne savait où elle était. Elle s'était probablement enfuie dans une autre ville, peut-être un autre pays. Je m'en fichais. Tant qu'elle ne revenait pas dans ma vie, elle pouvait être n'importe où. La maison est lentement redevenue la mienne. Béatrice m'a aidé à la redécorer. Nous avons peint les murs d'une couleur crème chaude. Nous avons acheté de nouveaux rideaux avec de petits motifs floraux. Nous avons réorganisé les meubles. Le nouveau frigo, celui avec les étiquettes de Michel, je l'ai vendu. Un voisin l'a acheté pour un bon prix. Avec cet argent, j'ai acheté des plantes pour le jardin. Des roses, de la lavande, des tournesols. Mon vieux frigo se tenait seul dans la cuisine, comme il aurait dû l'être depuis le début. Et je l'ai rempli de la nourriture que j'aimais. Des fruits frais, des légumes, une part de tarte le dimanche. Béatrice est devenue plus qu'une voisine. Elle est devenue une famille, la famille que j'ai choisie. Nous prenions le thé tous les après-midi. Nous nous promenions dans le parc le samedi. Nous regardions de vieux films le dimanche. Tu sais quelle est la meilleure partie de tout ça? M'a-t-elle demandé un jour, alors que nous arrosions les plantes ensemble. Tu as retrouvé ton sourire. Elle avait raison. J'avais recommencé à sourire, à rire, à ressentir une joie sincère. L'argent que la banque a récupéré a été déposé sur mon compte. Pas la totalité, mais une partie importante. 18 000 € qui ont été restitués après l'enquête. Le reste viendrait des paiements de Grégoire au cours des prochaines années. Avec cet argent, j'ai réparé des choses dans la maison qui était cassée depuis des années. Le toit qui fuyait, la plomberie de la salle de bain, la porte du garage. Des choses pratiques qui m'ont apporté la tranquillité d'esprit. J'en ai aussi mis de côté pour les urgences. J'avais appris ma leçon.
je ne serai plus jamais financièrement vulnérable. Arthur passait encore de temps en temps, toujours professionnel, mais aussi chaleureux. Il m'a aidé à organiser mes documents juridiques, créant un véritable testament protégé que personne ne pourrait manipuler. Votre maison ira à qui vous déciderez, a-t-il expliqué. Et j'ai mis en place des protections pour que personne ne puisse changer cela sans votre présence physique et une évaluation de vos capacités mentales. Merci Arthur pour tout. C'est un honneur de vous aider, Hélène. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Peut-être qu'il avait raison. J'avais découvert une force que je ne me connaissais pas. La force de fixer des limites, de dire non, de me protéger. Un jour, 4 mois après tout cela, j'étais dans le jardin en train de tailler les roses quand j'ai vu une voiture se garer devant ma maison. Mon cœur s'est emballé. Grégoire? Michel? Mais non, c'était une jeune femme d'une trentaine d'années avec un petit enfant par la main. Elle s'est approchée timidement. Madame Dubois? Oui, c'est moi. Je m'appelle Noémie Bello. Je suis... Eh bien, c'est difficile à dire. Je suis la nouvelle compagne de Grégoire. Le monde s'est arrêté une seconde. Il m'a tout raconté, ce qu'il a fait, comment il vous a blessé. Noémie a baissé le regard. Je voulais que vous sachiez qu'il est en train de changer, vraiment. Il a 2 emplois maintenant. Il paie ses dettes. Il suit une thérapie. Je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas ici pour vous demander de lui pardonner, a poursuivi Noémie. Je sais que c'est votre décision. Je voulais juste que vous sachiez qu'il essaie d'être meilleur pour son fils. J'ai regardé l'enfant. Il devait avoir environ 4 ans, avec de grands yeux curieux. C'est toi, ma mamie? Mon cœur s'est brisé et guéri en même temps. Oui, mon petit, je suis ta mamie. Noémie a souri doucement. Vous n'avez rien à décider maintenant. Je voulais juste que vous le sachiez. Ils sont partis après quelques minutes, mais cette rencontre m'a laissée pensive pendant des jours. Pourrais-je un jour pardonner à Grégoire? Je ne savais pas. Le mal avait été profond. La trahison me coupait encore au vif. Mais maintenant, il y avait un petit-fils, un enfant innocent, qui n'était responsable de rien. Béatrice m'a trouvée en train de pleurer cet après-midi-là. Je lui ai tout raconté. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut fermer cette porte pour toujours. L'autre partie se souvient que Grégoire était un bon garçon, autrefois, avant que tout ne tourne mal. Tu n'as pas à décider aujourd'hui ou demain. Prends ton temps. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps. 2 mois plus tard, pour mon 69e anniversaire, j'ai reçu une lettre. C'était de Grégoire, écrite à la main, plusieurs pages. Dedans, il ne demandait pas pardon. Il ne se justifiait pas. Il parlait simplement de son processus, de sa thérapie, de son travail, de sa relation avec son fils, de ses regrets. À la fin, il écrivait « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, maman. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que chaque jour, j'essaie d'être l'homme que tu as élevé, celui qui s'est perdu si longtemps. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même si mes actions disaient le contraire. » J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Un autre mois a passé. Béatrice a organisé une petite fête chez moi. Elle a invité des voisins, des amis de son club de lecture. La maison s'est remplie de rires, de chaleur humaine, de gens qui appréciaient sincèrement ma compagnie. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seule. Michel avait dit que je finirais seule. Mais elle avait tort. J'étais entourée de gens, d'affection réelle,
de respect sincère. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans ma chambre, dans ma maison, mon foyer. J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis cette horrible nuit où je suis rentrée de l'hôpital et ai trouvé ce frigo diviseur, depuis l'humiliation, l'abus, la trahison, jusqu'à ce moment, libre, digne, en paix. J'avais appris tant de leçons difficiles, que l'amour ne peut pas être conditionnel, que la famille n'est pas seulement le sang, que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. J'avais appris que je méritais le respect, que ma vie avait de la valeur, que mon bien-être comptait, et surtout, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, il n'est jamais trop tard pour récupérer sa dignité. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un court message. Grégoire, j'ai reçu ta lettre. Je ne suis pas prête à te voir encore, mais j'aimerais rencontrer Bernard officiellement, quand toi et moi serons tous les deux prêts à parler en adulte. Sans mensonge, sans manipulation, juste de l'honnêteté. Pense-y. J'ai envoyé le message avant de pouvoir le regretter. Ce n'était pas un pardon. Pas encore. Peut-être que ce ne serait jamais un pardon complet, mais c'était un premier pas. C'était quelque chose. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Merci, maman. Quand tu seras prête, sans pression. Je t'aime. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La lune brillait sur mon jardin. Les fleurs que j'avais plantées se balançaient dans la brise. Demain serait un autre jour, avec ses défis, ses joies, ses surprises. Mais je l'affronterai depuis un endroit différent, depuis ma force, depuis ma paix. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Que la vraie famille n'est pas celle qui vous fait vous sentir petit. C'est celle qui vous aide à grandir. Le véritable amour n'exploite pas, il soutient. Et parfois, le plus grand courage est simplement de dire « ça suffit ». Je me suis endormie cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Pas l'espoir d'un retour au passé. Ce passé était mort. Mais l'espoir de construire un avenir. Un avenir où je comptais, où ma voix était entendue, où mes limites étaient respectées. Et en m'endormant, j'ai souri, parce que finalement, après tout ce temps, j'étais rentrée à la maison. Pas dans une maison physique, mais en moi-même. Et c'était la plus grande des victoires.